Aujourd'hui, Claudel, le partage de midi. Donc Paul Claudel, il est né en 1868 et il est mort à Paris en 1955. C'est un dramaturge, un poète, un essayiste et un diplomate français. Il est le frère de la sculptrice Camille Claudel. Il commence par entreprendre des études de droit pour devenir diplomate, mais découvre Rimbaud à la fin des années 1880, qui l'influencera grandement comme dans Tête d'or en 1890, et traverse une crise mystique qui l'amènera à se rapprocher des milieux catholiques traditionnels. Il hésitera d'ailleurs entre une carrière monastique et la diplomatie. Il occupe plusieurs postes de consul, puis d'ambassadeur. Il se lie avec des écrivains catholiques, Mauriac, Bernanos. Comme poète, Claudel porte une grande attention à la diction, à l'énonciation ou à la déclamation. Il utilise un nouveau vers, le verset imité de la Bible et des poèmes de Rimbaud. Il écrira une vingtaine de pièces, dont des grands classiques du XXe siècle, L'Échange, Le Soulier de satin, L'Annonce faite à Marie, Le pain dur, L'Otage, ainsi qu'une dizaine de recueils de poésie et des essais. Il aura d'autre part une position très ambiguë par rapport à sa sœur, la sculptrice Camille Claudel, qu'il fera interner en 1913 et dont il refusera toujours de parler, et qui mourra dans la misère la plus totale en 1943. Il ne la verra que 12 fois en 30 ans et il ne se déplacera même pas pour son enterrement. Il refusera d'ailleurs de participer à toute rétrospective des œuvres de sa sœur. Le partage de midi, 1906, c'est une des pièces les plus célèbres de Claudel. Elle fut créée par Jean-Louis Barrault avec Edwige Feuillère dans le rôle d'Isée. Un homme, Mésa, aime une femme improbable, Isée, alors que celle-ci imagine quitter son mari pour un autre homme. Ils ont connu un échec et se rendent en Chine en espérant avoir un nouveau départ. Le premier acte se situe sur un paquebot vers l'extrême-orient, au milieu de l'océan Indien. Il y a donc 4 personnages à l'heure de midi. Mésa, qui est la représentation de l'auteur, Isée, une jeune femme, accompagnée de son mari, de Ziz, ainsi qu'un joyeux aventurier qui cherche fortune à Malric. Le second acte se passe à Hong Kong, après la traversée dans un cimetière où Mésa a donné rendez-vous à Isée et à son mari. Mésa, seule face à Isée, la prend dans ses bras sans qu'elle résiste. Tous deux s'abandonnent à leur passion, résolus à briser les liens qui les séparent. Je suis contente d'être tout pour toi, contente d'avoir tout pour moi. Mais quoi? Montre-moi tes yeux qui ont la couleur des miens et ne les tiens pas ailleurs un moment. Et cela me donne confusion et désir de voir tes yeux. Et moi, regarde-moi aussi, me voici. Et regarde chaque chose bien comme un vase que tu viens d'acheter et que tu fais reluire au soleil. Et l'émail et ce défaut que l'on éprouve avec l'ongle et la marque du fabricant. Tu es radieuse et splendide, tu es droite comme une colonne, tu es claire comme le soleil levant. Et où as-tu arraché, sinon aux filières même du soleil, d'un tour de ton cou ce grand lambeau jaune de tes cheveux qui ont la manière d'un talent d'or? Tu es fraîche comme une rose sous la rosée, et tu es comme l'arbre cassis et comme une fleur sentante, et tu es comme un faisan et comme l'aurore, et comme la mer verte au matin pareil à un grand acacia en fleurs, et comme un paon dans le paradis. Certes, il convient que je sois belle pour ce présent que je t'apporte. Une chose inestimable en effet. Une chose encombrante, mais une chose énorme et difficile à loger et qu'un homme sage n'acceptera point dans sa maison. Je ne suis pas un homme sage. C'est l'amour, Mésa. Et je ne l'appellerai point une chose bonne et usagère. Et l'on plaint ce fou qui ne sait point s'en servir à tempérament pour son plaisir et le bien de son ménage comme le feu bien fait qui cuit la soupe et qui fond l'or sous le chalumeau. Sais-tu bien ce que tu fais, Mésa? Je ne sais que toi, Isée. D'un côté Isée, et de cet autre tout moins que je n'y suis pas. Je te préfère, Isée.
Ô paroles, comme un coup à mon flanc, aux mains de l'amour, au déplacement de notre cœur, ô ineffable iniquité. Ah, viens donc et mange-moi comme une mangue, tout, et moi. Il est donc vrai, Mésa, que j'existe seul, et voilà le monde répudié. Et à quoi est-ce que notre amour sert aux autres? Et voilà le passé et l'avenir en même temps renoncés. Et il n'y a plus de famille et d'enfants et de maris et d'amis, et tout l'univers autour de nous vidé de nous, comme une chose incapable de comprendre et qui demande la raison. Il n'y a pas de raison que toi-même. Moi je comprends, mon bien-aimé, et je suis comprise, et je suis la raison entre tes bras, et je suis Isée, ton âme. Et que nous font les autres? Mais tu es unique, et je suis unique. Et j'entends ta voix dans mes entrailles comme un cri qui ne peut être souffert. Et je me lève vers toi avec difficulté comme une chose énorme et massive et aveugle et désirante et taciturne. Mais ce que nous désirons, ce n'est point de créer, mais de détruire. Et que, il n'y ait plus rien d'autre que toi et moi, et en toi que moi, et en moi que ta possession, et la rage et la tendresse, et de te détruire, et de n'être plus gêné détestablement par ces vêtements de chair et ces cruelles dents dans mon cœur. Non point cruelles. Ah, ce n'est point le bonheur que je t'apporte, mais ta mort, et la mienne avec elle. Mais qu'est-ce que cela me fait à moi que je te fasse mourir, et moi, et tout, et tant pis, pourvu qu'à ce prix qui est toi et moi, donné, jeté, arraché, lacéré, consumé, je sente ton âme un moment, qui est toute l'éternité, toucher, prendre la mienne, comme la chaux astreint le sable en brûlant et en sifflant. Isée, Me voici, Mésa. Pourquoi m'appelles-tu?